Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je vais vous laisser juste une petite minute pour pouvoir rentrer dans la salle de conférence. Bienvenue à toutes et à tous. Juste avant qu'on commence aussi, je vais vous préciser qu'à la fin de la présentation, on aura une période de questions-réponses. Alors, vous pourrez à la fin nous poser toutes vos questions. Il y a deux endroits pour le faire. C'est tout en bas. Il y a discuter ou il y a Q et R. Alors, vous pourrez cliquer dessus à la fin pour poser vos questions. Donc bienvenue tout le monde pour cette belle présentation du voyage en Égypte, une rencontre qui vaut de l'or avec Dolores Lamar qui aura lieu du 10 au 23 mai 2024, donc qui va durer 14 jours et 12 nuits, et qui est organisée avec nous Spiritour. Donc si vous ne connaissez pas encore, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement mieux-être. Et notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter afin de faire le point dans leur vie. Et mon nom est Anne Waro, je suis responsable des communications chez Spiritour et c'est avec une grande joie que je vais co-animer cette présentation avec Dolores qui est avec nous aujourd'hui. Dolores, si tu veux faire juste passer la petite slide suivante, je vais dire quelques mots pour parler de votre accompagnatrice. Justement, donc Dolores Lamar est une auteure, formatrice, conférencière et animatrice. C'est une spécialiste reconnue en lâcher-prise et elle est auteure de plusieurs livres traitant de psychologie et de développement personnel. Elle est infirmière et gestionnaire pendant plus de 25 ans et elle termine sa carrière comme directrice aux soins infirmiers pour les sœurs de la congrégation Notre-Dame avant d'entreprendre un tournant qui l'amène en quête de mieux-être et en recherche pour aider autrui. Et c'est alors qu'elle fonde l'Institut Dolores Lamar. Dolores, sans plus tarder, je te laisse la parole pour présenter le beau voyage qui vous attend. Merci beaucoup, Anne. C'est un plaisir de travailler avec toi. Puis moi, je suis vraiment très, très privilégiée, très heureuse aujourd'hui d'être avec vous pour vous parler d'un pays qui est plus que pour moi une passion. C'est quelque chose qui est gravé dans mon cœur. L'Égypte, pour moi, c'est une vibration qui me fait du bien, qui m'a aidé à guérir, c'est le mot. Plein de trucs, peut-être au niveau émotionnel et mental, qui nuisaient à mon équilibre sans que je le sache et aussi des fois de façon plus consciente. Alors, j'ai entrepris ce chemin-là pour la première fois en 2000 et ça va être mon 9e voyage dans ces terres merveilleuses, pharaoniques. Et comme j'ai expliqué à certaines personnes à qui j'ai eu la chance d'échanger jusqu'à maintenant, il y a déjà des personnes inscrites pour le voyage. Bien sûr que le voyage en Égypte, pour moi, d'accompagner des personnes, ça répond tout à fait à la chère mission, on va dire ça comme ça, qui est la mienne. C'est le corps, l'âme et l'esprit, l'unité. Tous ces aspects-là, tenter de leur faire du bien pour trouver une meilleure qualité de vie, un meilleur équilibre, mais surtout aussi comprendre, se connaître mieux et comprendre. Et quoi de mieux en Égypte que ces terres? Parce que bon, je suis allée une première fois, je ne pensais pas y retourner, quoique la première fois que je suis allée, j'étais vraiment émue. J'ai pleuré beaucoup en arrivant dans les terres d'Égypte. J'étais devant l'inconnu, mais mes pleurs étaient de l'amour. Je retrouvais un endroit qui me donnait de l'amour et qui me confortait. La terre d'Égypte porte des mémoires, bien sûr. Et avant de partir en voyage, je demande à tous mes participants un exercice énergétique que je leur envoie. Et aussi une préparation, si on veut, qui est psychospirituelle, très simple, mais qui permet que tout le monde dans le groupe, on arrive avec un certain taux vibratoire, si je puis utiliser ce mot, où on vibre de la même façon. Peu importe notre bagage avec lequel on arrive en Égypte, peu importe que ce soit la première ou la 6e fois que quelqu'un y va, c'est un voyage, chaque voyage est unique. Chaque voyage vient répondre à quelque chose à l'intérieur de nous, à ce moment présent de notre vie. Et c'est une continuité de travail sur nous, mais dans un cadre qui est vraiment enveloppant, je n'ai pas besoin de vous dire chaleureux dans tous les sens du mot, et surtout vivant et vibrant. Donc, j'ai envie de vous présenter
le petit itinéraire que je vous propose grâce à Spirito. Ça fait plusieurs voyages que Spirito m'accompagne. J'apprécie énormément le service et encore une fois, ben, c'est à travers leur manteau qu'on va se diriger vers l'Égypte. Alors, il y a un enseignement c'est pas seulement qu'un voyage qui est touristique et culturel, c'est un enseignement aussi. Il y a une partie spirituelle, mais quand j'entends spirituel, c'est pas, on n'est pas en prière et non, c'est aller à l'intérieur de nous parce que l'humain, on a deux natures. On a une nature humaine, une nature divine et on a beaucoup de ressources à l'intérieur de nous. Malheureusement, on est toujours dans notre tête et tralalalala, donc le stress, l'inquiétude, l'anxiété, les responsabilités du quotidien et tout ce qui nous touche à l'intérieur de nous. Bon, on ne prend pas le temps de se déposer puis aller à la rencontre de ce qui vaut de l'or à l'intérieur de nous pour mieux nous aider à se connaître, à mieux comprendre qu'est-ce qui fait que dans telle situation, je vis de telles choses, comment ça fait que ça me fait souffrir, j'arrive pas à m'en sortir, je répète ça. Donc, il y a un enseignement pendant la formation que je vous propose qui s'intègre à travers le voyage, comme il s'intègre au moment juste et parfait, de la façon juste et parfaite. Des fois, on s'assoit dans un coin d'un temple et ça se passe comme ça. Il n'y a personne qui est obligé de raconter sa vie, mais des fois, à travers ce que les autres racontent aussi, ça vient nous toucher. Et l'énergie des centres, des lieux et tout ça sont propices aussi pour nous amener à la bonne place. Moi qui étais infirmière, ben, vous savez, j'étais très rationnelle, analytique, donc je ne croyais pas à l'invisible. Ça a bien changé suite au début des années 90, alors que mon parcours de vie a été orienté vers une autre forme de soutien à l'individu que le soutien au corps physique. Donc, la partie psychologique et spirituelle sont entrées dans ma vie et depuis, ils demeurent. Et pour moi, ben, l'Égypte, c'est vraiment, oui, chère Égypte. C'est vraiment le mot qui vient quand je pense à elle. C'est une terre, mais c'est une rencontre qui est subtile, comme si on rentrait à la maison. Puis vous savez, vous allez voir tantôt le temple d'Isis. Quand je vous amène au temple d'Isis, c'est comme si on marche en quelque part vers la maison. Et ça se sent, on ne peut pas expliquer ça parce que c'est quelque chose qui est en soi, comme s'il y avait une reconnaissance de nos cellules pour cet endroit. Je ne le sais pas, mais bon, c'est ça. Donc, on va faire, je vais vous parler un petit peu de la carte là, de l'Égypte, grosso modo, pour les personnes qui sont jamais allées. Pour les personnes qui sont déjà allées, ben, c'est un petit refresh, passez-moi le mot. Donc, on voit la carte, bien sûr, nord, sud, est, ouest. Alors, on peut voir au nord en haut. Donc, c'est la mer Méditerranée qui va baigner les terres d'Égypte. Et en bas, on a le Soudan, qui est partie des déserts, surtout la Libye. Et on va voir l'Arabie saoudite aussi, que tout ça, c'est plutôt du désert. En fait, l'Égypte est encadrée un peu de terre de désert, de terre sablonneux, bien sûr. L'Égypte a une grande particularité. Alors, vous voyez le fleuve ici, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris. Mais vous voyez le fleuve qui passe ici. Donc, ça, c'est la mer Rouge qui est là. Donc, je vous l'ai dit que ce n'est pas le fleuve, ça, mais c'est la mer Rouge. Cette mer Rouge-là va rejoindre ici la Méditerranée par le canal de Suez, qui est quelque chose de très important aussi qui a amené au développement de l'Égypte il y a plusieurs années de ça. Ça permet de rejoindre la Méditerranée. Alors, les bateaux, le commerce et tout ça, c'est favorisé. Puis, il y a une petite ligne de rien là, à l'intérieur ici. Donc, ça, c'est le fleuve merveilleux du Nil. Et il est comme, je dirais, une fleur. Regardez la tige, on monte, on monte, on monte la tige de la fleur et vous arrivez au calice de la fleur qu'on appelle le delta du Nil qui est vraiment une fleur qui s'ouvre sur la Méditerranée. Et la particularité, c'est que c'est le seul fleuve au monde qui va couler
du sud vers le nord. Alors, tous les fleuves coulent du nord vers le sud, mais ce fleuve-là coule du sud vers le nord. Donc, ce qui veut dire que ici, on va appeler ça la Basse-Égypte. Remarquez bien, c'est important. Et ici, on va appeler ça la Haute-Égypte. Alors, en raison du fleuve qui coule vers le nord. Euh, ben, le fleuve, mon Dieu, je vous dirais, c'est un peu, c'est pas tellement si large que ça, le fleuve, le Nil, mais c'est quelque chose au niveau de la vibration et de la beauté qui déploie devant nous quand on le regarde, ce qui nous amène à l'intérieur, nous réjouit. Ici, on peut dire que c'est le continent africain. D'abord, l'Égypte est située dans le continent africain. Et donc, on va avoir l'Égypte, qu'on dit l'Égypte plus noire ici, qui est dans la partie de la Haute-Égypte et c'est la Nubie. Et la Nubie, ben, ce sont les gens qui habitent la Nubie, ce sont des Nubiens avec des caractéristiques de personnes plus noires, des cheveux plus frisés. C'est super gentil, généreux, ce monde-là. J'ai des amis qui viennent de Nubie et on a l'occasion, bien sûr, de croiser la Nubie. Et ici, ben, on va avoir plus l'Égypte caucasienne, si on veut, mais les gens ont de la race blanche, mais c'est sûr avec le climat, tout ça, avec le teint qui est basané. Donc, quand on arrive on va voyager, on va arriver au Caire. Il va y avoir une escale précédemment à Casablanca, qui est un petit aéroport aussi assez chaleureux. Bon, c'est comme quelques heures de vol, bien sûr, mais on se retrouve au Caire avec grande joie. La population de l'Égypte a environ 70 millions d'habitants, dont à peu près une concentration de 23 millions d'habitants au Caire. Le Caire est une ville qui est très animée et aussi, ben, comme dans tous ces grands pays-là d'Orient, du Moyen-Orient, on retrouve des bidonvilles, on en retrouve en Amérique du Sud aussi. Puis même nous autres, en Amérique du Nord, on a nos genres de bidonvilles à nous autres. Bon, je passerai le sujet. Donc, c'est intéressant quand vous arrivez au Caire. On débarque à l'aéroport, on prend nos bagages et on prend le petit bus pour aller faire le circuit. Et on va voir le circuit avant de continuer. Donc, à partir du Caire, c'est la première journée qu'on arrive. On va arriver comme en fin de journée. On va défaire les bagages, une petite rencontre pour faire le point, bien sûr. Et c'est le lendemain matin où il y a un beau rendez-vous pour aller à Gizeh, qui est le plateau de Gizeh des trois pyramides. Bien sûr, on commence comme ça. C'est merveilleux. Je ne vous en dis pas plus parce que je veux que j'en garde pour vous raconter, parce que je suis assez bavarde pour raconter toute chose sur l'Égypte et l'histoire aussi. C'est ma passion. Puis tu as des Euh, belles photos, t'as des belles photos aussi oui, qui ça t'en s'en viennent vient, sur... ma belle Anne. Oui, absolument. Alors, c'est ça. Donc, c'est la rencontre avec les trois pyramides. Et quand on faut partir tôt pour, ben, je ne veux pas dire à 4 heures du matin, mais il faut être là tôt, là, d'habitude, autour de 7h30, 8 heures, pour avoir des billets pour rentrer dans la grande pyramide. Parce que ils ont un nombre X de personnes qui vont accepter par jour dans la grande pyramide. Ensuite, on va se déplacer le lendemain par avion et on va s'en aller dans la région d'Aswan, qui est vraiment une ville que j'adore, qui est beaucoup plus typique là, de l'Égypte, avec, on rencontre l'Égypte telle qu'elle est. J'aime bien vous mettre en contact avec le peuple et à Aswan, c'est intéressant que vous pouvez comme aller dans les souks et tout ça. Je vous donne des consignes de base, mais vous pouvez vous déplacer en toute sécurité. Et la qualité de nos hôtels est vraiment très, très bien parce que moi, je suis quelqu'un qui a vécu beaucoup d'insécurité dans ma vie sur le manque et tout ça. Donc, ça fait partie du voyage aussi.
de développer la confiance, je dirais donc, briser des schémas qu'on a à l'intérieur de nous, reliés à la peur du manque aussi. Alors, c'est un voyage de ressourcement, mais qu'on va vivre quand même dans un grand confort. Alors, on va être à Aswan pendant quelques jours. On va se rendre aussi à Abu Simbel, qui est au niveau du lac Nazar, qui a été formé suite à un barrage pour permettre à l'eau d'irriguer plus les terres chaque côté du Nil pour favoriser la culture. Je reviendrai là-dessus tantôt. Et on va ensuite revenir à l'hôtel. Ça, on fait ça en petit autobus et on revient à l'hôtel. Le lendemain, on va repartir vers Luxor. Alors là, on va voir la vallée des Rois, Karnak. Bon, tout l'itinéraire est bien expliqué sur le site de l'Institut, celui de Spiritour aussi, le programme est là complet. Et si vous avez des questions complémentaires, bien sûr, ça me fera plaisir. À partir de Luxor, quand on va repartir, on va entrer, moi j'appelle ça la fleur, ici le calice, on va aller vers Alexandrie, qui a une grande histoire très ancienne avec l'Antiquité de l'Égypte et où on va aller visiter la plus grande bibliothèque au monde. Ce pas des bibliothèques comme ici, c'est des bibliothèques contenant des écrits très, 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 très anciens, les plus anciens du monde. Et aussi à l'amphithéâtre qu'on on va aller et vous allez avoir la chance d'être en contact avec des objets qui ont été retrouvés parce qu'il y a eu des tremblements de terre, la ville d'Alexandrie a été détruite, des grands temples, des choses, mais les mémoires sont toujours là-dedans et les plongeurs ont pu comme en récupérer certaines et on va avoir la chance de voir tout ça. Alors, c'est un résumé en bref, mais c'est comme ça. Ça, vous allez, ce dessin-là, cette image-là, la retrouver beaucoup dans les temples en haut. Alors, je la présente vite, mais je vais avoir l'occasion de vous en parler durant le voyage. On appelle ça le soleil ailé. Et en quelque part, ça a un lien très puissant avec le début de la vie sur la Terre. Et les vieilles civilisations comme les Incas, les Mayas aussi, vont nous parler dans leur histoire du début de leur peuplade et de la terre. Il y a toujours un lien avec le grand soleil qui nous apporte le support et la connaissance. Alors voici, vous voyez ici une clé de vie. C'est la clé égyptienne, si on veut aussi appeler la croix égyptienne. Je pourrais vous en parler là, durant le voyage davantage, mais cette clé-là existe depuis très longtemps. Son origine vient aussi du savoir et de la connaissance très ancienne, a un lien avec le soleil, était utilisée par le pharaon et le pharaon était un être initié. Vous savez, aujourd'hui, nos rois, vous avez vu Charles là, qui a été initié, hein? On dit, c'est ça, donc la prise de pouvoir, mais c'est une initiation. Il y avait un archevêque, un cardinal qui était là tout ça. Donc, il y a un côté très spirituel au pharaon, et avec la nuit des temps, vers la période contemporaine, ça s'est transmis autrement aujourd'hui. Donc, on a regardé un petit peu des choses de l'ancien qu'on a aménagées à la moderne à travers l'histoire, mais nous, on s'en va au début de l'histoire en Égypte. Alors, on verra comment le pharaon, à quoi ça sert la clé, comment le pharaon l'utilisait, etc. Qu'est-ce qu'elle symbolise aussi? Et tout ça, c'est très intéressant. Je vous présente Isis, I-S-I-S, Isis, grande dame, grande déesse, la plus grande des déesses du culte du soleil, qui a été pratiqué le culte du soleil, pas juste en Égypte, mais parlons, puisqu'on est en Égypte, du culte d'Isis, qui a été pratiqué dans toutes les terres européennes. Il y a encore des sites, ou même en Italie, à l'époque romaine et tout ça, qui nous portent mémoire encore aujourd'hui de la présence du culte d'Isis qui était pratiqué partout. Alors, qui était Isis? D'où elle venait?
et quel était son rôle. Et même encore aujourd'hui, les Égyptiens souvent vont vous taquiner, ils vont vous appeler Isis, parce que si vous appelez Isis, c'est parce que ils reconnaissent en vous quelque chose qui est grand dans votre cœur. Bien sûr, des fois, c'est pour vous amadouer un petit peu, là, tu sais, mais il reste qu'il y a quelque chose qui est dans le sacré en arrière de ça. Et quand je parle de sacré, je ne parle pas de religion. Alors, je ne vais pas vous raconter aujourd'hui tout ce qu'on appelle la légende ou la cosmogonie égyptienne parce qu'on va en avoir pour le reste de l'après-midi, mais c'est encore quelque chose qui me passionne de partager avec vous. Disons simplement qu'on l'appelle celle qui redonne la vie, la magicienne qui redonne la vie par le pouvoir de l'amour et de son enveloppement avec ses grandes ailes qui représentent aussi la lumière qui vient d'en haut. Et donc, c'est elle qui veille sur le voyage, c'est elle qui enveloppe le groupe de sa lumière et qui vient nourrir l'énergie comme une petite lampe, un fanal durant tout le temps qu'on va être là-bas, qu'on porte dans le cœur. Alors, quand il y a nos méditations, on nous rapproche d'elle aussi et c'est vraiment, elle a un lien avec la vie, donc se redonner la vie, c'est-à-dire retrouver de la vigueur à l'intérieur, mieux s'éclairer, mieux se comprendre pour revenir avec plus de clarté et entreprendre la continuation de notre quotidien avec des lunettes nouvelles et aussi peut-être des prises de décision qui vont être plus éclairées et tout ça. Vous allez rencontrer beaucoup les papyrus. Alors, on pourra visiter aussi un endroit où est-ce que on fabrique le papyrus, qui est le papier le plus ancien. Lorsque l'écriture a commencé à pouvoir être exprimée, donc l'écriture à travers ce qu'on appelle des hiéroglyphes, des dessins. Et on va pouvoir retrouver ces dessins-là, comme vous voyez, il y en a là. On en voit ici, là, dans les temples. Les dessins ont une grande signification bien particulière. Pour passer vite quand même sur le sujet, on peut voir ici deux personnages qui sont deux femmes et on voit ici que c'est la déesse Isis, mais cette fois, on la voit avec les cornes et le disque lunaire. Et on peut la reconnaître dans la gravure qu'on appelle ici une cartouche, qui est comme, normalement, c'est comme si tu prends le soleil et que tu l'étires et tu vas écrire dans la cartouche des symboles qui veulent, par exemple, fils du soleil, fils du roi, on parle du pharaon, ou il y a toujours un dessin qui représente la personne qu'on peut identifier finalement on a pu décoder les hiéroglyphes grâce à Champollion, qui était un chercheur, un archéologue dans les terres, c'est un Français. Il a trouvé ce qu'on appelle la pierre de Rosette, qui est une tablette de grès, si on veut, sur lequel il y avait trois écritures. Il y avait des hiéroglyphes, il y avait du grec, puis il y avait aussi de l'arabe. Et grâce à ça, ils ont pu décoder euh, assez pour pouvoir maintenant parfaitement lire les hiéroglyphes. Alors, quand on est dans un temple, on a un guide avec nous. Et en passant, les guides, c'est des guides qui travaillent avec moi depuis plusieurs années. J'ai souvent la chance de pouvoir avoir les mêmes, donc c'est devenu aussi des connaissances bien appréciées. Vous explique tout ça, c'est assez intéressant. Comme on voit aussi le bâton aussi, ça représente le bâton de la puissance. Donc, Isis qui dans le cœur des gens, est quelqu'un qui est puissant, la puissance dans le sens de l'élévation, de l'amour, bon, de tout ça. Et on voit ici un autre personnage. Ce personnage est Néfertari, qui est l'épouse bien-aimée de Ramsès II, qui a été un pharaon un peu mégalomane, mais heureusement, dans le sens qu'il a amené beaucoup euh, à l'Égypte dans les temples et c'est les constructions qu'il a laissées derrière lui. Et son épouse bien-aimée porte ici ce qu'on appelle deux plumes sur la tête. C'est le chapeau d'Amon qui représente aussi, à l'époque, c'était
au début, il y avait la religion polythéiste, ça veut dire plusieurs dieux. Puis après, on a rencontré Akhenaton, qui a eu un culte pendant quelque temps, où il y a eu une religion monothéiste. Et bon, tout ça, je vous raconterai ça parce que c'est intéressant. Alors voilà, ça vous donne une idée encore des temples qui sont là. Bon, alors voilà, bienvenue à bord. Alors, on est dans notre avion. On arrive au Caire, ça va vite, hein. Regardez, là, c'est dans l'après-midi, vers 4 heures, la fin d'après-midi, puis on arrive au Caire, on est dans notre autobus. Déjà, on chante. Je vois ma collègue du temps moi, qui m'accompagnait, qui chante, et déjà, on est content d'être là. On s'en va vers notre hôtel. Il y a beaucoup de voitures. Ça klaxonne de tout bord, de tout côté. Il y a des feux rouges, personne, des feux, personne ne s'occupe de ça. Mais il y a très peu d'accidents. C'est incroyable. Il faut le vivre, il faut le voir pour comprendre qu'est-ce que c'est. Et là, on arrive, bien sûr, à notre hôtel et tout ça, tout ça. Donc, on est arrivé comme le lendemain matin. Euh, et je vous présente la pyramide de Saqqara, qui a été la première pyramide. Vous voyez, elle est à degrés. Par après, ben, vous allez avoir la pyramide qui est lisse, hein, qu'on va voir à quatre côtés bien égaux, équilatéraux. On est dans le désert, tout près de la ville du Caire. Et ben, il y a des recherches, des dernières recherches aussi, depuis que je suis allée, qui ont trouvé quelque chose de très important à l'intérieur, un autre tombeau et tout ça. Il y a des recherches continues hein, dans le désert. On appelle ça la nécropole parce que c'est la région où est-ce qu'ils enterraient les pharaons, où tu avais un cimetière pour le clergé, tu avais, bon, etc., famille des nobles, les gens aussi, tout ça. Donc, c'était la momification à cette époque-là. On verra comment le procédé, comment ça se fait. On va en parler aussi. C'est très intéressant. Bon, la chère grande pyramide. Donc, voici, je vous présente Khéops, notre ami. On l'aime, on l'aime, on l'aime. Donc, quand on est là, c'est elle qu'on peut entrer dedans. Il y a une petite porte là, à peu près à cette hauteur ici qui est là, donc on monte facilement pour s'y rendre. Entrer dans la grande pyramide, c'est vraiment un moment privilège, c'est quelque chose. Donc, il y a tout un espace où on entre, on est dans la pierre, bien sûr, on doit se courber un peu pour monter, mais rendu en haut, on arrive dans ce qu'appellent eux autres la chambre du roi, mais il y a toute une énergie qui est là. Il y a un ancien, ben, c'est pas un tombeau, là, mais c'est un sarcophage, si on veut, qu'il n'y a pas de couvercle qui est là. Il a déjà été déplacé pour des raisons magnétiques, si on veut. Bon, alors, ça, ben, le reste, c'est sûr, je veux juste vous mettre l'eau à la bouche parce que ça me tente beaucoup que vous veniez avec moi. On voit ici la nécropole, on voit les trois pyramides, on comprend que celle qui a l'air la plus haute avec le petit top en haut, on pense que c'est la plus haute, mais non, c'est elle, c'est Khéops. Mais ça, c'est Mykérinos, c'est Képhren qui était le fils de Khéops et il voulait être plus haut que son père, donc il avait fait construire sa pyramide. Euh, Plus élevé sur la colline. Il était à Tourar et ben, les pharaons faisaient toujours construire leurs pyramides de leur vivant. À côté de la pyramide excusez, voyons, pas de Mykérinos, mais de Képhren, ils ont trouvé, bien, bien caché, conservé, hyper conservé, une barque solaire qui servait à l'époque pour les cultes, les fêtes, les grandes fêtes, qui avaient à des moments particuliers qui étaient associés au soleil, comme les solstices, les équinoxes, même toutes les vieilles civilisations aussi vont aussi célébrer ces fêtes-là. Et vous voyez à côté des personnes, là, alors vous pouvez voir un petit peu la grosseur de ces barques. Elle est vraiment en bois et il n'y avait aucun clou là-dedans. On a tous les cordages et tout ça. C'était conservé de façon parfaite. Ça, c'est moi, c'est un groupe, là, on est là-bas, donc vous voyez, on a le cœur rempli de bonheur. J'espère que vous ferez partie de cette prochaine photo pour éterniser votre passage en ces terres pour une première, une deuxième, une troisième, parce que j'en connais que ça va faire au moins 3 fois si ce n'est pas 4 qui viennent avec moi.
Voilà, tiens, Monsieur le Sphinx, hein, Monsieur le Sphinx, il a une vingtaine de mètres de haut quand même. Alors, il y a son émesse, son grand voile sur la tête avec son petit nez qui avait été cassé par un boulet de Napoléon, alors qu'on retrouve dans les films d'Astérix un petit peu en parodie de tout ça. Non, mais c'est impressionnant quand on est là, puis on dit, ben, je suis à côté du Sphinx, c'est quelque chose, c'est des moments. Voilà, ici, c'est une jolie photo. Alors là, on y voit les petites pattes en avant, là, qui est bien installé. Il trône, il est magnifique. C'est sûr qu'on va voir beaucoup de papyrus. J'en connais quelques-uns. Ici, c'est celui du Grand Jugement. Et de là, vous savez, dans toutes les religions, on a des rituels religieux pour permettre à l'âme, par des bénédictions et tout ça, de s'élever après la mort, de retourner, puisque c'est l'immortalité aussi. Mais dans le cas du Grand Jugement, je pourrais vous en parler. Il peut arriver qu'il y a certaines âmes qui sont inacceptées parce que ça a peut-être été trop lourd leur affaire, là. Il a manqué d'amour un petit peu, là. Donc, j'ai un plaisir à vous partager bien humblement ce que j'ai appris au cours de mes voyages et les guides en complément vont pouvoir vous enseigner, bien sûr. Ah, ça, c'est dans le désert. J'ai été chanceuse de voir, c'est vraiment un scarabée. Et on le voit, là, j'aurais pu le mettre en plus gros. Il est bleu, il est vraiment bleu avec des points blancs. Euh, c'est très rare qu'on puisse le voir. C'est un cadeau là, inattendu, surtout que devant nous, comme ça, dans le sable du désert, c'était très symbolique pour moi parce que le scarabée occupe une fonction particulière dans la royauté au niveau du pharaon. Et quand il était offert un scarabée d'or, pourquoi on faisait ça ou pourquoi on mettait un scarabée en guise d'amulette sur le cœur des momifiés, tout ça, mais je pourrais vous en parler. Donc ici, on est dans le Nil. Alors, vous voyez une île dans le Nil, hein. Donc, notre hôtel à Aswan va être sur une île comme ça, hein. C'est un très bel hôtel où est-ce qu'on va être aussi. Puis, on aura l'occasion d'aller en felouk au coucher du soleil. C'est le bateau égyptien, la barque comme dans le temps de Jésus aussi. Donc, on appelle ça ici la première cataracte. C'est des endroits, par exemple, où est-ce qu'il y a des passages un peu plus le courant, beaucoup de courant qui est là. Alors, on voit aussi ici des choses particulières dans le désert. On va aller dans le désert, on voit encore, vous voyez encore un petit peu. Donc, on remarque que chaque côté du Nil, c'est irrigué un peu. Il y a un petit peu de végétation. Fait qu'imaginez, je vous parlerai aussi de comment ça se faisait, l'agriculture à cette époque-là. Et elle était basée sur la levée de l'étoile Sirius qui arrivait là, vers le solstice d'été. Et là, c'était la période, ils pouvaient comme cultiver parce que le Nil montait, il y avait du limon qui arrivait dans les terres et on pouvait cultiver. Tout ça, c'est charmant, c'est intéressant. Ben, ça, c'est le désert. Je vous invite en chameau. Donc, on va aller dans le désert, bien sûr. C'est une expérience merveilleuse. J'adore aller en chameau. J'aime bien le faire courir quand c'est possible. Voilà, tiens, ils vous attendent, hein. Donc, vous voyez, ils sont assis, donc avec l'aide aussi des chameliers, ben, ils vont nous aider à monter dessus. On va s'installer et on va se balader avec ces bêtes extraordinaires. C'est vraiment, là, ils contribuent au lâcher-prise parce qu'ils viennent nous apprendre. Si vous êtes contracté, là, ils nous apprennent le lâcher-prise. Alors voilà, donc vous voyez vers le bas, l'image, c'est dans la cour d'un hôtel et tout de suite, on est déjà dans le désert, l'autre bord du fleuve. Ici, on est dans le désert encore, c'est le monastère de Saint-Siméon à visiter. Très intéressant pour mieux comprendre aussi comment les moines aussi vivaient. Mais il y a eu des, durant les guerres de la chrétienté et tout ça, bon, ben, il y a des gens qui ont habité à l'intérieur. On en voit les traces encore et c'est très intéressant aussi.
Alors, à gauche, c'est la mosquée, la mosquée d'Aswan. Il y a beaucoup de mosquées. Juste au Caire, il y a une cinquantaine de mosquées. Donc, la religion est musulmane est très présente. Il y a aussi les Coptes, les catholiques qui sont là. On voit aussi, quand on se promène, on va voir les dattiers, bien sûr, la canne à sucre qui est présente aussi. Ici, c'est des écoles, les enfants vont à l'école et pour payer comme les études, parce qu'il y a des familles pauvres, ben, ils vont faire des tapis aussi, comme, admettons, ils vont à l'école le matin, l'après-midi, ils vont faire des tapis. C'est comme ça, donc de jolis tapis en laine. Sont très beaux, avec des dessins particuliers, on voit ça. Ben, vous avez quelques photos de la vie, là, du quotidien de l'Égypte. Alors, vous voyez, les hommes portent la galabia. Bien sûr, au Caire, les personnes sont habillées comme en Amérique du Nord, mais on va retrouver toujours aussi la galabia qui est très, très présente. Ben ça, c'est moi parce que j'ai contribué aux communautés là-bas pour aider pour l'infirmerie puis les écoles aussi. Alors, on apportait du matériel, des choses d'ici pour là-bas. Alors, les deux religieuses, ça étaient toujours contentes de me voir. Elles sont décédées maintenant. Vous allez voir aussi des jolies fleurs. C'est très beau. Regardez ici, bon, c'est l'heure. Ça, c'est un coucher du soleil qui se prépare. Alors, sur le Nil, c'est de toute beauté. Les souks, hein, donc pour aller acheter des choses, là, je suis plus, ben, parce que je suis restée déjà avec un ami égyptien là-bas, donc ça, c'est le souk plus local. À l'école, et l'école est très importante là-bas. On en parlera. Vous voyez, ils ont toutes leurs petites tenues. Le blanc est super blanc. C'est le soleil vient tout blanchir, éclairer. Ça, ben, j'avais le goût de me faire du henné ben, pour le plaisir. Alors, c'est possible aussi pour vous autres, si vous avez le goût. Ça dure à peu près comme 2 semaines, mais c'est bien cute. Et ben, moi, parfois, je fais des unions spirituelles. Ça, c'en est une qui a été vécue pour un couple qui était déjà des époux, mais qui avait le goût d'avoir aussi une union qui était spirituelle, donc sur une île en Égypte. Voilà, et c'était une fête, là. Parfois, on fait des fêtes. Vous voyez le derviche tourneur qui est là. Ce sont des moines, en fait, qui, par des pratiques de danse, entrent dans un état de transe, mais pas comme ici, nous. C'est toujours pour glorifier, en quelque part. Coucher de soleil, miam miam, hein, c'est comme très beau. Et quand Monsieur le Soleil décide qu'il se couche, il fait la pastille, elle descend vite. Boum! Il fait noir, c'est pas long. Alors, on est encore sur le Nil. Je vous passe ça rapidement. Euh, voilà, le grand hôtel où est-ce que Dalida allait quelquefois se réfugier. Tout près, c'est pas loin de notre hôtel. Et le temple d'Isis, hein, donc on va s'y rendre en barque. Je vous raconterai comment il a été, c'est quoi son origine et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'UNESCO en a fait aussi quand il y a eu les inondations pour créer le barrage d'Aswan, barrage sur lequel on va passer, puis on va aller vous montrer. Ici, on a Abu Simbel aussi, un projet du grand Ramsès II. Et les colosses ici ils ont comme ben, des statues. Donc, ils ont comme une vingtaine de mètres de haut, toutes taillées dans la pierre et même à l'intérieur. Ça, c'est le soir, tout est éclairé. Et regardez, ils ont tout fait ça à l'intérieur, c'est tout est sculpté. Alors, mais c'est pas juste de la visite parce que c'est des lieux sacrés, hein. Donc, on comprend qu'il y avait des rituels qui étaient là et des choses extraordinaires, peu communes, parce que quand le soleil se lève, le soleil du 21 juin, il va toujours arriver le rayon directement avec le troisième œil du pharaon, le fond du grand pharaon Ramsès, qui est bien. Alors, les angles, aujourd'hui, ils ne pourraient même pas reproduire ça. Voilà. Ici, on est dans le temple de son épouse qui est à côté, Néfertari. Ah, ça, c'est mon ami Halaf.
donc qui nous avait préparé du thé à la menthe, ce qui est une boisson qu'on offre partout en Égypte, ainsi que le thé d'hibiscus aussi, on l'offre dans les hôtels en arrivant, comme pour nous souhaiter les bénédictions, nous accueillir et nous souhaiter un heureux passage. On voit encore ici, voilà, une femme qui accouche. On va le retrouver, on va le voir, ça, dans un temple. Les femmes accouchaient euh, probablement dans l'eau, ancienne méthode. Voilà, ça c'est à l'intérieur. C'est la barque sacrée à l'intérieur d'un autre temple, magnifique d'ailleurs. Le temple d'Hatshepsut, à droite, la seule femme pharaon qui a vécu une trentaine d'années. À gauche, on voit le temple de Horus. Alors, Horus, qui est le fils d'Isis et qui est le dieu, si on veut, protecteur aussi du pharaon. Horus, une grande histoire dans la cosmogonie égyptienne. Je fais ça vite, hein. Vous voyez ici, on voit comme un serpent là, qui est là, ben, c'est le cobra, mais c'est la protection du cobra, c'est l'auréus. Alors, c'est présent sur le diadème, le chapeau, si on veut, les coiffures, ouais, c'est plus le mot, des pharaons, même des reines. On voit ici, ça c'est un dessin un peu. Vous voyez, ça avait tout été enterré, hein, les temples immenses. Vous voyez la grosseur, ça c'est Karnak ici, là. Alors, vous voyez, il y a une personne qui est là, ça c'était juste pour vous donner la hauteur, la grosseur de certains piliers dans le temple. Ici, on est à la vallée des rois, des reines. Alors, on va visiter des caveaux qui sont là. Ça, c'est plus ce que vous voyez dans là, c'est la tombe de Toutankhamon. Mais il y a plein de beaux. Vous allez voir, c'est magnifique quand on descend. C'est tout coloré parce que c'est tout des hiéroglyphes. On entre, puis toute l'allée, là, c'est des hiéroglyphes peints. Ça explique des choses sur la personne qui est dans le sarcophage qui est à l'intérieur. Notre cher Akhenaton, ben, je vous en parlerai durant le voyage, quel était son rôle avec sa femme Néfertiti et non pas Néfertari, qui est l'épouse de Ramsès. Alors, Akhenaton a eu un rôle court dans l'histoire de l'Égypte, mais un rôle très important encore aujourd'hui, et il se révèle. On retourne un peu prendre une petite bouffée d'air sur le Nil. Ici, je suis en calèche, donc c'est une balade à Aswan. Ça, c'est si vous avez le goût, vous pouvez faire un tour de calèche pour vous imprégner encore plus. Des fois, on fait ça pour aller à la mosquée. C'est du cas par cas. Et si on s'en va, c'est la barque qu'on prend pour le genre de barque qu'on va prendre parfois. Pour se déplacer de l'hôtel à la rive, on prend toujours une petite barque comme ça. C'est le fun, c'est comme le taxi. Ça dure 5 minutes, 5, 6 minutes, mais on la prend aussi pour aller, entre autres, à Philae, à voir le temple d'Isis. Les gens sont joyeux, belle gang. Hop, des paysages qu'on voit quand vous roulez dans la campagne. Alors, on a les chichas aussi, qui sont les pipes là-bas. On a les petites motos, les commerces. Alors, ça, c'est le temple d'Edfou, qui est le temple de la dualité, et c'est l'école de l'équilibre personnel aussi. Alors, on voit ici le temple d'Horus avec Horus et une personne qui est à côté. Vous voyez, la statue est quand même assez grosse. Les montgolfières sur le Nil, on est à Luxor, on voit ça presque tous les jours le matin sur le Nil. Des gens ben, une boutique qu'on vous amène quand vous voulez acheter parce que je vous explique qu'on n'achète pas n'importe quoi, des fois, ben, c'est sûr, hein, qu'ils essaient de vous vendre des choses, mais là, vous voulez avoir des choses un peu plus de qualité, un objet que vous voulez ramener, ben, on est bien en sécurité à ces endroits-là. Puis en passant, moi, ça ne me donne rien, là. C'est parce que je veux que vous ayez le plus possible au retour.
un souvenir extraordinaire de votre voyage, les colosses de Ménon qui nous amènent vers la vallée des Rois. Ici, c'est la rangée des Sphinx. Il y en a, je ne sais plus combien, là. Il y en a quelques milliers. Je m'étais pris une note là-dessus, puis je ne m'en souviens plus. Il y en a même qui sont enterrés en dessous de la ville de Luxor, parce que c'est la vallée des Sphinx relie deux temples, Karnak et Luxor. Alors, ici, on entre dans la vallée on entre à Karnak, on voit encore la vallée là, qui est là. Et il faut vous imaginer que ce qu'on appelle en avant, là, ce sont des piliers, mais là-dessus, il y avait des grands manches avec des drapeaux, il y avait beaucoup de dorures, c'est sûr, des couleurs aussi. Donc, on entre dans le temple, voilà. On est dans le temple de Karnak. Plein de choses à voir. Ici, on est ensemble dans un lieu important du temple. C'est le lieu sacré où était posé le Naos, donc la statue qui était la divinité qui était honorée dans chacun des temples, un peu comme nous autres ici dans chacune de nos églises, exemple Sainte-Anne-de-Beaupré ou d'autres. Voilà, ça c'était le lac sacré où les prêtres allaient se baigner, se purifier avant les rituels. La bibliothèque d'Alexandrie, oui. Alors, cette belle grande bibliothèque qui est là, mais que, encore une fois, c'est comme partout en Égypte où se promener dans la bibliothèque, c'est comme laisser se nourrir une partie subtile de nous, pas juste notre intellectuel. Donc, les deux hémisphères travaillent en Égypte. Voilà, donc l'amphithéâtre aussi que je vous disais, la citadelle. Et notre hôtel de par le soir, là, on voit, c'est le Nil, bien sûr, on est au Caire. Il y a beaucoup d'activités au Caire, mais toutes les lumières, les bateaux et tout ça qui sont là, c'est beau, c'est vraiment un beau coup d'œil aussi. Ça finit bien le voyage, bien sûr. Donc, mais c'est ça, je remercie Anne et Spiritour pour me faire encore confiance et m'accompagner en toute sécurité dans ce voyage en Égypte. Ça termine un peu ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Oui, alors merci beaucoup Dolores pour les photos sont vraiment magnifiques. Puis ce sont des photos que toi, tu as pris pendant tes nombreux voyages en Égypte. Donc c'est vraiment magnifique à voir. Puis juste avant qu'on passe à la période de questions-réponses, je vais prendre juste 2 minutes de votre temps pour vous parler de la partie plus technique du voyage, donc les prix et les modalités d'inscription et tout ça. Alors, donc concernant les prix, donc en ce moment, il y a un rabais Réservéto qui est en cours, mais qui sera plus en cours pour très longtemps. Il est valide jusqu'au 10 février. Donc, c'est un rabais qui vous permet d'économiser 100 dollars. Et donc, le prix en occupation double avec le rabais Réservéto est de 6 399 dollars par personne. Puis ensuite, une fois le 10 février passé, ce sera 100 dollars de plus, le prix régulier, donc en occupation double. Si vous souhaitez être en chambre individuelle, il faudra payer un supplément de 1 446 dollars. Mais si jamais vous êtes une personne seule aussi, mais que vous ne voulez pas payer ce supplément, nous, on peut vous jumeler avec quelqu'un du groupe. Donc, il faudra nous contacter pour ça. Donc, une fois que vous serez inscrit, puis on s'occupe du jumelage pour vous. Ça arrive très souvent d'ailleurs hein, que des personnes souhaitent être jumelées. Donc, concernant ce qui est inclus dans le forfait, donc de nombreuses choses sont incluses dans le prix du voyage, dont les taxes d'ailleurs. Donc, les vols aller-retour ainsi que les vols internes sont inclus dans le prix. Tous les transferts aussi sont inclus, les 12 nuits d'hébergement en occupation double aussi. Tous les petits déjeuners et soupers avec une grande bouteille d'eau à chaque jour sont inclus. C'est juste les lunchs qui seront à vos frais au fil des journées pendant le voyage. Toutes les visites qui sont mentionnées au programme sont incluses également dans le prix, ainsi que le service d'un guide égyptologue francophone et de votre accompagnatrice aussi, Dolores. Donc, pour ce qui n'est pas
inclus dans le prix. Alors oh pardon, il y a les services de Dolores en fait qui ne sont pas inclus dans le prix. Il y a, donc désolée pour la petite erreur. Il y a l'assurance voyage, donc on vous recommande fortement de prendre aussi pour pouvoir, avoir une idée des tranches de prix pour l'assurance voyage. Il faudra contacter, ma collègue, qui s'occupe de ce voyage. Je vais vous donner ses coordonnées dans un petit instant, mais on les retrouve aussi sur notre, site web. Donc elle pourra vous donner une idée des prix des assurances. Alors, les pourboires et dépenses personnelles ne sont pas incluses dans le prix. Il y a aussi un visa qu'il faut penser à prendre pour l'Égypte, donc qui sera également à vos frais. Donc voilà, et la date, limite d'inscription, c'est, le 10 mars 2024. Donc, concernant les modalités d'inscription, donc, il y a une première étape à faire qui est d'abord, de contacter Dolores, afin d'avoir une discussion, avec elle. Et puis par la suite, donc, après la discussion avec Dolores, la 2e étape d'inscription sera de passer par nous pour faire votre premier dépôt, qui est un dépôt de 750 $, un dépôt non remboursable. Et ensuite, vous avez jusqu'à la date limite d'inscription, donc jusqu'au 10 mars 2024 pour pouvoir payer le reste de votre voyage. Donc, vous pouvez faire en plusieurs paiements ou avec un chèque postdaté. Donc, plusieurs moyens pour faire votre paiement. Vous pouvez payer par carte ou par chèque ou en argent comptant. Il y a un rabais de 50 $ pour les personnes d'ailleurs qui souhaitent payer par chèque ou comptant. Le nombre minimum de personnes, pour ce voyage est de 15 personnes et le maximum est 20 personnes pour, garder le groupe à échelle, humaine parce que c'est un cheminement sacré aussi ce voyage, donc on ne veut pas qu'il y ait trop de monde non plus, garder un côté un peu plus, intimiste pour ce voyage. Alors, pour, tout ce qui est documentation, requise, comme je l'avais mentionné, il y a un visa, une demande de visa à faire avant votre voyage. Et puis, on va vous donner aussi toutes les détails, sur ça d'ailleurs dans le programme, en PDF qui se retrouve sur notre site web spiritour.com. Et il faut aussi être en possession d'un passeport valide, 6 mois après la date du retour prévu au pays. Donc, portez bien attention à la date d'expiration de votre passeport, avant de partir. Et donc, si vous avez d'autres questions sur ce voyage, il faudra communiquer avec ma collègue Frédérique Lafont, au numéro de poste 207 chez Spiritour, donc, ou par courriel aussi. Donc, nous allons vous envoyer toutes les coordonnées, par courriel, donc pour les personnes qui se sont inscrites, au webinaire, ou pour les personnes qui voient ce webinaire aussi en différé, on va vous mettre, toutes les informations, des coordonnées. Donc, voilà, je pense que je n'oublie rien. Alors, c'est déjà le temps des questions-réponses. Donc si vous avez des questions, donc comme j'avais mentionné au début, vous pouvez nous les poser soit dans la zone discuter ou dans Q&R qui est, la zone juste en bas. Donc, le temps que les personnes prennent une minute peut-être pour nous écrire. Si jamais Dolores, il y a des choses qui te viennent en attendant qu'on reçoive, des questions. Je te laisse, Mon Dieu. Non, c'est ça, la petite discussion avec les personnes, ben, ça me fait toujours plaisir de rencontrer l'intérêt des gens, de les entendre et ben, un premier contact dans le fond et de leur expliquer certaines choses. Je veux m'assurer aussi ben, que la personne, ce voyage-là, pour elle, elle va se sentir bien dans le cadre qui est le nôtre, de ressourcement. Et comme je vous dis, c'est pas, il n'y a rien de religieux dans notre voyage. C'est la découverte d'un pays, mais aussi à l'intérieur de notre cœur, d'aller faire un petit voyage aussi des fois pour réfléchir, puisque j'enseigne en développement personnel depuis plusieurs années. J'ai écrit plusieurs livres sur divers thèmes et bien sûr, ça me sert à vous accompagner aussi. mmh. Voilà. On a reçu une question entre-temps de la part de Annie qui demande: «Est-ce que toutes les nuits sont passées dans un hôtel? Exemple, autre nuit dans le désert ou chez l'habitant?» Non, toutes les nuits sont passées dans l'hôtel. Voilà, c'est cette formule-là que moi j'ai choisie. Les hôtels sont confortables, sont grandes, c'est aéré, c'est très propre. On a l'unité du groupe aussi, bien sûr. Donc, voilà, ça peut répondre à Annie.
Oui, tout à fait. Elle a une autre question aussi, donc elle dit, degré d'abondance de tourisme sur les sites. Est-ce qu'on passe beaucoup, de temps à être pris, dans les foules et ou à attendre dans les files d'attente? Je j'ai jamais vécu ça. Hem, En Égypte, il y a toujours un beau roulement, c'est super organisé. Il faut dire que le tourisme en Égypte, c'est leur première source, de revenus. Alors, ça roule, puis comme quand on va aux pyramides, mais on part tôt le matin, alors, quand, une attente, d'une vingtaine de minutes, c'est normal le temps que le guide achète nos billets et on entre, c'est assez Mmh. facile, non? Non, c'est pas quelque chose que non, c'est pas du tout, du tout. Même parfois, moi, je suis allée, l'année du printemps arabe, tout de suite, là, je suis allée quand les tours ont tombé 2 semaines après, les tours, de New York. On avait l'Égypte pour nous autres. On a été accueillis d'une façon extraordinaire et même, à d'autres moments, non, c'était vraiment bien. Mmh. Mmh, oui, puis aussi comme on l'avait mentionné au niveau de ce qui est inclus dans le forfait, les visites, toutes les visites qui sont mentionnées sont incluses dans le prix. Donc, il y a des visites qui sont, potentiellement déjà réservées. Je vais peut-être laisser ma collègue Frédéric vous confirmer ça, mais à ma connaissance, certaines visites sont réservées aussi. Annick a une autre question, donc elle se demande: «Est-ce que l'horaire est constamment chargé ou est-ce qu'il y a des périodes de répit?» Il y a des périodes de répit, bien sûr, mais il faut comprendre que surtout en arrivée, on a fait le voyage, on a changé, à l'aéroport, il y a eu un transfert, on arrive au Caire, là, les gens vont perdre les références un peu. Fait beau, fait chaud, on est content, mais on est fatigué aussi. Et là, ben, on voudrait aller se coucher, mais il y a une petite réunion avec Dolores pour, faire le point parce qu'on a besoin de se rencontrer en terre d'Égypte. Et ensuite, le dodo et le lendemain matin, on se lève tôt pour, donc là, il y a un petit bouchon, là, quand on arrive, c'est normal, mais en le sachant, en sachant qu'on est en Égypte, il y a une joie que je pense qu'on est capable de dépasser ça. Alors non, il y a pas personne qui va faire la sieste le matin parce que, les heures sont raisonnables pour se lever, pour le petit déjeuner et pour partir aussi. Puis, non, ça coule dans le Nil, ça coule, ça va bien, ouais. Mmh. Oui, puis à la fois un équilibre entre, le fait de faire plusieurs sorties pour ne rien manquer sans pour autant être intensif non plus parce que, comme Dolores le disait, il y a une partie, d'intégration aussi. Parfois, il y a des mémoires qui peuvent remonter ou des choses comme ça sur les lieux sacrés donc ouais, il y a un Oui. équilibre, qui Puis, est pensé. ouais, puis moi, je remets toujours, j'ai des documents que je remets aux gens, des cahiers, puis dans un des 3 cahiers que je remets aux gens, il y en a un, c'est un travail personnel que je suggère sous la forme d'un jeu, mais qui va amener, à une réflexion, donc échelonné sur quelques jours. Donc la personne, le matin, ils ont toujours hâte de prendre leur cahier, c'est libre, mais j'ai jamais connu personne qui l'a refusé, Mmh. et les gens avaient le goût, avaient hâte le matin de découvrir qu'est-ce qu'il y avait dans le cahier pour eux autres, dans ce jeu-là, mais c'est des pistes de réflexion qui m'ont amené toute la journée, à réfléchir justement. Mmh. Mmh. Alors on nous demande aussi donc en général vers quelle heure est-ce que ça débute, le matin? Ben, comme je vous disais, c'est sûr que la première journée, là, les gens le trouvent, plus difficile parce qu'on a fait beaucoup de trajets, mais ça va se calmer, là, donc aux alentours, de je sais pas, ça dépend quand est-ce nous autres, on va partir, admettons, si je dis 9 heures, là, je peux pas couler ça dans le béton parce que c'est un jour à la fois, là, mais c'est à la personne de gérer son petit déjeuner parce que c'est dans le temps qu'on a pour aller manger. Alors, c'est sûr que s'il veut dormir un peu plus, va être à la course un peu plus pour son déjeuner, mais c'est des heures raisonnables. Ouais. Parfait. Puis, Louise nous demande aussi donc, pour les pourboires, comment est-ce que c'est organisé? Oui, c'est une bonne question. Alors, les pourboires, mais moi, j'ai appris dans mes voyages que les premiers que je faisais, je laissais les gens, bon, donner leur pourboire et ben, ça, ils étaient tout mêlés là-dedans, c'est sûr, parce qu'en quelque part, c'était stressant pour eux autres. Donc, j'ai pris à charge très vite, au début de mes voyages, de demander un montant au début.
un montant pour les pourboires que moi et une collègue, bien sûr, on protège et on a des enveloppes particulières. Donc, quand on va quitter l'hôtel, on va donner les pourboires pour les services qui sont nécessaires. On prépare les pourboires pour les chauffeurs, on prépare les pourboires pour les représentants et les guides. Ce sont des tarifs internationaux, comme par exemple pour un guide par jour. Ben, ça va être 5 US parce on va travailler en US pour les gens. Ça peut être donné en pesos aussi, pas en pesos, en livres égyptiennes aussi. Donc, puis c'est nous autres qui va mettre ça dans des enveloppes, puis on va donner ça pour les services. Bon, si les gens nous font confiance, si les gens ben, préfèrent le gérer eux-mêmes, ben, ils ont le nombre le prix, puis ils vont l'ajouter après. Pour les chambres, ben, c'est nous. Chaque personne, c'est individuel. Mais pour les chambres, tu sais, ça peut être l'équivalent d'un dollar US par jour pour la femme de chambre, parce que ça change de femme de chambre. Et ben, c'est toujours bien apprécié. C'est un pays qui est pas riche, hein. Alors, c'est ça. Mm. Alors, les pourboires, comme je vous dis, c'est les pourboires pour les hôtels de service. Le chauffeur quand on a à se déplacer en autobus, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ça peut aller, je ne l'ai pas calculé là, mais environ, parce que ça ne bouge pas beaucoup, ça, dans mes Mm. voyages. Le tarif est vraiment gelé comme Puis international. on le Je dirais précise, entre 150 moi, je dis, apportez donc 175, 200, parce que on c'est va vous vous. le préciser Ouais. dans le document Bon, ben pré-départ, en merci. fait. C'est ça, parce que Parfait. nous, lorsque vous êtes inscrit au voyage, on va vous fournir un document pré-départ un certain temps avant le voyage. On vous dit tout de quoi mettre dans votre valise, on vous donne une idée des températures et tout ça, puis on vous précise aussi donc les numéros de vol. Enfin, là, on vous donne vraiment toutes les détails et on spécifie les tarifs de pourboire suggérés pour que vous puissiez préparer avant le voyage aussi. Donc, on vous mettra les tarifs exacts pour Ouais. que vous Puis ayez une moi, idée. je donne toujours un petit document à chaque personne pour mettre dans leur portefeuille, d'avoir avec eux autres. Alors là-dedans, on a la conversion du canadien en livre égyptienne, puis Mhm. en US aussi. Ça fait qu'il y a les trois, ça permet vite, vite des fois, les gens sont dans le souk, puis ils veulent avoir vite, vite, donc ils ont leur petite carte avec eux autres pour ça. Donc, c'est bien apprécié, ça, d'habitude. Puis Annick nous demande aussi, donc est-ce que les autocars sont confortables et est-ce qu'il y a de l'air climatisé dans les Oui, autocars? absolument. Absolument. Oh oui. Il y a de la joie aussi, puis on chante. Ça, c'est clair. Oui. Merveilleux. Alors, ben, merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Surtout, après le webinaire, n'hésitez pas s'il y a d'autres Oui, questions qui vous viennent. absolument. Déjà, on va vous fournir aussi les documents, donc le programme détaillé, puis le formulaire d'inscription plus tard, après avoir discuté avec Dolores. Mais en tout cas, le programme est disponible sur notre site web. On va vous donner le lien de tout ça, les coordonnées de ma collègue aussi, qui pourrait répondre à certaines de vos questions sur le voyage. Et bah, Dolores, je vais te laisser le mot de la fin avant qu'on se quitte aujourd'hui. Mais merci beaucoup, Anne. C'était un plaisir d'animer avec toi. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes et celles qui nous écouteront en différé aussi. Ne vous gênez pas, vous savez comment me rejoindre si vous avez des questions. Puis je tiens à préciser, ben moi, c'est pour mon atelier, il y a un montant de 400 qui est demandé pour ben, l'enseignement, bien sûr, mais l'accompagnement aussi durant tout le temps du voyage, même si arrivé de quoi la nuit, n'importe quoi. Donc, je suis disponible aux gens à 100% durant le voyage, c'est ça. Et il y a un formulaire à remplir là, dans les documents PDF. Il y en a un pour Spirito, mais il y en a un pour l'Institut. Alors, si vous avez Parfait. d'autres questions, c'est ça. Ben, merci encore. Je vous souhaite une belle suite de journée et j'espère que vous serez des nôtres pour savourer ce beau pays et ce voyage qui a été construit avec beaucoup de cœur, je vais dire ça, de la part de tous les intervenants, dont moi-même. Et Inch'Allah, hein, qui veut dire, si Dieu le veut, qu'il en soit ainsi. Alors, c'est Merci. ça, c'est que surtout qu'il en soit ainsi. Alors, je vous attends. Bye bye. Merci. Merci. Merci beaucoup, Dolores. Merci aux personnes qui étaient avec nous en live. Et puis, on va vous envoyer la rediffusion d'ici la fin de la journée. Alors, merci. C'était une grande joie d'animer le webinaire avec vous. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Bonne Au revoir. journée.